Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je prends la parole dans le cadre du débat sur le projet de loi S-241, loi modifiant le Code criminel et la loi sur les Indiens. Le sénateur Tannis a présenté à nouveau sur cette loi de la dernière législature qui portait auparavant le numéro S-268. Cette loi propose d'accorder aux Premières Nations le pouvoir de lever l'interdiction par défaut du code criminel sur les jeux de hasard dans leur territoire. Cette loi donnerait aux Premières Nations un pouvoir similaire, mais peut-être plus large, à celui des provinces en matière d'autorisation et de réglementation des jeux de hasard. Merci, sénateur Tannis, d'avoir lancé ce débat. Merci également à mon collègue de la Saskatchewan, la sénatrice Mowgli, d'avoir partagé son point de vue la semaine dernière. J'aborde cette loi en tant qu'ancien président directeur général de la Saskatchewan Gaming Corporation, qui est une société d'État qui exploite les casinos de Regina et de Moose Jaw. Cette nouvelle version du projet de loi contient un changement important. Le projet de loi original faisait référence à l'exploitation des jeux de hasard dans la réserve, entre guillemets. Le nouveau projet de loi fait référence à l'exploitation de jeux de hasard à partir de la réserve ou à l'intérieur de celle-ci. Ce changement semble autoriser les services de jeux de hasard en ligne, y compris pour les clients situés en dehors de la province où se trouve la Première Nation concernée. Pour remplacer les choses dans leur contexte, les autorités provinciales ne peuvent pas fournir de jeux d'argent en ligne à des clients d'autres provinces ou territoires sans le consentement de la juridiction concernée, comme l'a confirmé un arrêt rendu en 2025 par la Cour d'appel de l'Ontario sur les limites provinciales. Avec la modification apportée par le projet de loi, si celui-ci est important, il sera important de clarifier où se trouvent les clients potentiels des jeux en ligne exploités par une Première Nation. Par exemple, pourrait-il être dans une province, et si c'est le cas, l'accord de cette promesse serait-il ou devrait-il être requis? Chers collègues, j'ai pris la parole sur la version originale du projet de loi le 9 mai 2024. Mon discours d'aujourd'hui comportera deux parties. D'abord, un survol des 4 enjeux que j'ai soulevés lors du dernier débat. Dans l'ensemble, je suis ouvert à ce projet de loi. Je m'attends également à ce que les études menées par notre comité des peuples autochtones et notre comité des affaires juridiques, comme décidé précédemment par le Sénat, fassent preuve de diligence raisonnable. Je suis convaincu que cela inclura la présentation à cette Chambre des conclusions et des recommandations sur les 4 enjeux soulevés dans mon dernier discours que je vais brièvement rappeler. Deuxièmement, je vais souligner les préoccupations concernant les jeux en ligne dans notre Fédération canadienne, étant donné que cette version de loi est susceptible d'étendre cette activité. Dans mon discours précédent, j'ai soulevé 4 préoccupations. L'une d'entre elles concerne le risque de saturation du marché en termes de casinos, de terminaux de loterie vidéo et d'autres jeux, entraînant une cannibalisation du marché. Dans un tel scénario, les entreprises existantes perdraient des parts de marché et des revenus. À son tour, la cannibalisation du marché pourrait avoir un impact sur les revenus des ménages dans les communautés touchées, avec des répercussions sur les entreprises locales. Pour moi, la viabilité de nouveaux casinos devrait être évaluée en fonction du soutien des autorités locales au niveau municipal, rural et provincial. Il faudrait également tenir compte du déplacement des établissements de jeux autorisés existants, y compris les coûts irrécupérables et les pertes d'emplois causées par tout nouvel établissement. En d'autres termes, nous ne voudrions pas voir des actifs abandonnés ou dévalorisés, ni des emplois perdus sans perspective claire de remplacement dans le cadre d'une transition juste. Deuxièmement, notre risque de sursaturation pourrait être une course vers le bas en matière de jeux responsables. En d'autres termes, en ouvrant un marché saturé et responsable à de nouveaux entrants et à la concurrence, nous ne voulons pas créer une incitation à attirer des clients en réduisant les mesures de protection. Il est certain que le Conseil du jeu responsable devrait faire partie des témoins du comité. Il s'agit d'une ONG canadienne qui se consacre à la prévention du jeu compulsif. Le Conseil du jeu responsable offre au public des ressources pour reconnaître les signes de jeu compulsif et trouver de l'aide. Grâce à leur programme d'accréditation, il offre également à l'industrie et aux régulateurs du soutien dans l'élaboration, la mesure et l'évaluation de leurs programmes, notamment en ce qui concerne les nouvelles stratégies et les nouvelles formes de jeu. Par exemple, il est important de prendre en considération les meilleures pratiques en matière de jeu responsable en personne, notamment dans les casinos. Je pense à des mesures telles que la fixation volontaire de limites, l'auto-exclusion, la formation des employés et les restrictions publicitaires. Il est également essentiel d'examiner les outils permettant de lutter contre le jeu compulsif en ligne, tels que les applications qui bloquent l'accès aux sites et aux applications de jeux d'argent.
BetBlocker et GamBlock en sont deux exemples. Le sénateur Tannis nous a utilement informé de la création d'une autorité nationale chargée des jeux d'argent autochtones. Aux États-Unis, la National Indian Gaming Commission pourrait constituer un exemple. Les membres du comité en apprendront sans doute davantage et nous attendrons avec impatience leurs conclusions, notamment en ce qui concerne la préparation et la portée de nouvelles organisations. Le troisième enjeu que j'ai abordé concerne le risque de compromettre les accords de partage existants en Saskatchewan qui traitent des questions économiques et sociales des organisations non gouvernementales et des communautés des Premières Nations et des Métis. En Saskatchewan, nous avons l'accord cadre sur les jeux entre la province et la Fédération des Nations autochtones souveraines. Dans ce cadre, les bénéfices nets des casinos des Premières Nations sont redistribués. 50% à la fiducie des Premières Nations qui les répartit entre les 74 Premières Nations de la province, 25% aux sociétés de développement communautaire qui réinvestissent l'argent dans les initiatives communautaires locales, y compris dans les communautés métisses, et 25% au Fonds général des recettes provinciales. En 2021, la province et la FSAN ont convenu de créer un site de jeu en ligne avec un partage des revenus à part égale. J'aimerais que le comité examine comment cette dynamique pourrait être affectée par le projet de loi, de manière positive ou négative, et s'il serait approprié d'y apporter des modifications ou des observations. Ma première réflexion est que cette Chambre pourrait, par exemple, exiger qu'un plan soit mis en place avant de donner son feu vert, afin que personne ne soit laissé pour compte en Saskatchewan par rapport au statu quo. Cela inclut les communautés des Premières Nations et métisses qui ne gèrent pas l'activité de jeu, mais qui en bénéficient actuellement. La sénatrice Duncan a soulevé des questions similaires au Yukon. Et je suis d'accord avec la sénatrice Mowgli pour dire que le comité devrait entendre les communautés métisses. Par ailleurs, je fais écho à la suggestion de la sénatrice Batters d'entendre les provinces en comité, y compris la Saskatchewan, compte tenu de leur intérêt financier et de leur rôle dans l'accord cadre sur les jeux de hasard. Cela inclut leur point de vue sur le partage des revenus avec les communautés des Premières Nations et des Métis, ainsi que sur le jeu responsable. Nous devrions également demander... Nous devrions demander qu'il y ait un emploi à 50% réservé aux Autochtones dans ces organismes et nous devrions aussi avoir des clarifications sur le code criminel. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'il y ait une clarification juridique sur la compétence proposée pour les Premières Nations. Le préambule du projet de loi fait référence aux autorités des Premières Nations en matière de jeux de hasard comme relevant de leurs droits inhérents et issus de traités. Cependant, lors du dernier débat, un autre collègue de Saskatchewan, le sénateur Cotter, a déclaré, et je cite, « Voici ce qu'a déclaré la Cour suprême. Dans l'affaire intitulée R contre Pam Juwon, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître l'existence d'un droit à l'exploitation ou à la réglementation des jeux en vertu du paragraphe 35.1 et a déclaré qu'il n'existait pas. L'auteur de cette décision majoritaire a convenu que le jeu commercial était un phénomène du 20e siècle qui n'existait pas chez les peuples autochtones et n'avait jamais fait partie des moyens par lesquels cette société était traditionnellement soutenue ou socialisée. En 2000, dans l'affaire intitulée Lovelace contre Ontario, la Cour suprême a déclaré que dans l'affaire Pamajuwon, elle avait conclu que le jeu et la réglementation du jeu ne constituaient pas des droits ancestraux. Ces positions ont été reprises en 2019 par la Cour divisionnaire de l'Ontario dans l'affaire intitulée Wachusq Onigon, Nation Wachusq Onigon contre le ministre des Finances de l'Ontario. J'espère que le comité se penchera sur cette question. Fin de citation. Comme l'a fait remarquer le sénatrice Cotter, même si les Jeux des Premières Nations ne constituent pas un droit constitutionnel en vertu de l'article 35, cela constitue tout de même une bonne politique. La sénatrice Mowgli a souligné que le modèle américain favorise une plus grande autonomie des gouvernements autochtones en matière d'exploitation de jeux de hasard. Le comité devrait se pencher sur la question. Et je crois que la sénatrice Mowgli faisait référence à l'entente intergouvernementale exigée par la loi sur l'alimentation des jeux de hasard pour les Autochtones en 1998. Je crois qu'il faudrait examiner ces ententes et si j'ai du temps, je vais y revenir. Comme je l'ai déjà dit, nous parlons de lever une interdiction qui autrement aurait été criminelle. Cette interdiction signifie qu'il existe des risques et des préoccupations sociales universelles à prendre en compte en matière de jeux de hasard.
Après tout, l'application des droits inhérents par le biais de la Déclaration des Nations Unies des droits des peuples autochtones et de leur plan d'action sont conformes à l'application des lois criminelles au Canada. Cela inclut les compétences autochtones. Les objectifs du droit criminel est de protéger tous les Canadiens. Donc, le changement pourrait être une bonne idée, mais je ne pense pas que ce projet de loi et la déclaration de l'ONU constituent un ensemble indissociable. Le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale recoupe d'autres lois valides de notre Fédération canadienne. C'est parce que les restrictions universelles ou réglementaires générales valides sont compatibles avec les droits inhérents aux Autochtones. Nous pouvons envisager des risques universels, par exemple, tels que le maintien des interdictions dans la vente d'armes à feu, les drogues et les substances contrôlées ou les matières sensibles comme les explosifs. Nous savons tous que les jeux de hasard peuvent mener à la dépendance et avoir des conséquences graves. Le jeu n'est pas une activité commerciale comme les autres. Le jeu peut causer des préjudices financiers, rompre des liens et peut aussi mener à de la détresse émotionnelle et psychologique et peut même mener à des activités criminelles. D'autre part, le jeu responsable est un divertissement légitime et une source importante de revenus pour les Autochtones, comme pour les provinces. Je suis fier d'avoir joué un rôle de premier plan dans le secteur des jeux en mettant l'accent sur le jeu responsable. C'est pourquoi je pense qu'il est approprié de poursuivre l'étude de ce projet de loi en comité avec un esprit ouvert et en se fondant sur les faits et en ayant une certaine prudence. Maintenant, nous sommes à la deuxième partie du discours, les préoccupations universelles concernant les jeux en ligne. Le projet de loi stipule clairement que les Premières Nations pourront autoriser les jeux en ligne avec quelques précisions nécessaires sur la localisation des clients potentiels. Les jeux en ligne peuvent être une activité très addictive et parfois ruineuse sur le plan financier, avec des conséquences sur la santé et la vie sociale. Nos délibérations sur ce changement potentiel doivent refléter cette prudence, une sensibilisation et l'éducation. Les sénateurs connaissent bien cette question. Sous la direction des sénateurs Marty Deakin, plus de 40 sénateurs ont récemment écrit au Premier ministre en novembre pour demander que le CRTC interdise toute publicité pour l'application et les sites web de paris sportifs. Cela reviendrait à l'interdiction actuelle de la publicité pour les cigarettes. Cette lettre souligne la croissance de cette publicité depuis que le Parlement a légalisé les paris sportifs en 2021. Comme l'ont dit le sénateur Down et le sénateur Simpson, les Canadiens ont maintenant des casinos dans leur poche. En octobre, la Chambre a adopté le projet de loi S-211 qui propose un cadre national pour la publicité sur les paris sportifs. Nous avons aussi vu dans les médias des scandales où les paris ont corrompu l'intégrité du sport, notamment dans la NCAA, la NBA et la Ligue majeure de baseball. Et bien sûr, il y a des paris sportifs. Les paris sportifs ne sont qu'une partie des jeux en ligne. Il existe des jeux traditionnels comme le poker et le blackjack. Les paris font aussi les nouvelles. Ce secteur connaît une croissance explosive. Aux États-Unis, les revenus provenant de paris pourraient quintupler d'ici 2030. Cela comporte des risques liés à la dépendance et aux dommages connexes. Il est essentiel de soutenir le jeu responsable. Et il faut répéter que c'est le jeu responsable qui est important et pas simplement le jeu de hasard. Tout cela prouve que les Premières Nations recherchent à juste titre des moyens innovants de générer leurs propres revenus. Le jeu en fait déjà partie. Je soutiens sans réserve cette industrie responsable et ce divertissement légitime, notamment comme l'un des nombreux moyens de réconciliation économique. Dans l'ensemble, la croissance des entreprises autochtones est essentielle à l'économie canadienne. Nous constatons des succès dans tous les secteurs, comme l'ont souligné de nombreux sénateurs lors de notre enquête au cours de notre interpellation au cours de la dernière législature. Cependant, il y a des risques universels. Avec ce projet de loi, au risque d'être répétitif, nos mots d'ordre doivent être l'ouverture d'esprit et la prudence. Je soutiens d'envoyer ce projet de loi à nos deux comités et j'apprécie le travail acharné du sénateur Tanis sur ce projet de loi ainsi que son ouverture aux amendements. Merci. To Tamahin.